One more kiss, dear. One more sigh. Only this, dear, is goodbye. For our love is such pain and such pleasure that I'll treasure till I die. So for now. La fabrication du mythe d'Auschwitz et les livraisons de charbon, de bois et de zyklon à Auschwitz, ni preuve ni même trace d'un holocauste. Bonjour, je suis Philippe Leguet, je suis le réalisateur de L'Homme de la cave. C'est l'histoire d'un type qui achète une cave et qui, en fait, s'installe dans la cave. Puis, le type s'installe vraiment et on comprend que c'est un type très nauséabond, pas simplement parce qu'il se met dans une cave, mais parce qu'il porte toute une idéologie, toute une... Vous la vendez, c'est toujours utile une cave. On avait dit 9000, hein. Je vous règle tout en une fois. Vous savez, le monsieur qui a acheté la cave, eh ben, cette nuit, il a dormi en bas. Tous les jours, il vient dans les toilettes, moi je lui dis rien. Et d'un coup, il hurle, il me traite de sale bougnoule. Ce type est un négationniste qui nie les camps de la mort nazie. Moi, je me contente pas de rabâcher la vérité officielle. Moi, je suis un chercheur. Chercheur mon cul, ouais. Il est seul, il a que sa haine. Pour être tout à fait honnête, je me suis inspiré d'une histoire qui est arrivée à deux de mes amis. Le personnage, en fait, on va découvrir que c'est un professeur qui a été radié pour négationnisme. Comment dire, oui, dangereuse, complotisme aujourd'hui. C'est-à-dire que le discours, c'est de dire, moi, je pose des questions. Moi, je suis un chercheur, je cherche la vérité. En réalité, ces gens-là ne cherchent pas du tout la vérité. Ils veulent au contraire la corrompre et la retourner. Et de manière perverse, il utilise ce droit à l'expression pour véhiculer des choses destructrices. Face à quelqu'un qui dit l'histoire n'a pas eu lieu ou cette chose qu'on croit vraie en fait est fausse, face au raisonnement diabolique de quelqu'un qui nie l'existence de ce qui est, on est saisi de vertige. Il y a un moment où chacun d'entre nous doit choisir entre la lumière et les ténèbres. Je suis K. C'est d'ici que je me confronte aux productions du clan Verbeek et de leurs semblables négationnistes. Les frères Herbert et Siegfried Verbeek mènent ensemble, depuis plus de 30 ans, une activité fanatique d'éditeurs et de militants au sein de l'extrême droite nazie la plus radicale. Ils inondent la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne et depuis les années 90 la France de propagande de haine raciste, antisémite et négationniste. La négation acharnée de la réalité du génocide des Juifs par les nazis est leur raison de vivre depuis 30 ans. Si on suit plus facilement la trace de Siegfried, Herbert est toujours dans son sillage et son fanatisme n'a rien à envier à celui de son frère aîné. Siegfried sera plus souvent que Herbert sur le devant de la scène politique, mais Herbert est le maître d'œuvre de leur travail éditorial. Il est le professionnel de l'imprimerie et de l'édition. Son credo se confond avec celui de son activité d'imprimeur et de diffuseur. Au début des années 70, ils tiennent ensemble une imprimerie, Inca, qui produit du matériel nazi et négationniste. Siegfried devient le secrétaire du VMO, milice paramilitaire néo-nazie, dont la notoriété fut bâtie sur une extrême violence, attentats, tentative d'assassinat, incendie, passage à tabac. En 1977, les Verbeek fondent en Flandre la revue Haro, avec de futurs dirigeants du principal parti d'extrême droite belge, le Vlaams-Blok. Cette revue nationaliste très radicale ruisselle d'un antisémitisme obscène et évidemment de propagande négationniste. La revue sert à diffuser des discours d'Hitler ou Goebbels, ainsi que la prose négationniste du fasciste français Maurice Bardèche. Siegfried y prend la plume pour nier l'authenticité du journal d'Anne Frank, une marotte des négationnistes. La même année, les Verbeek font partie du VVP, formation d'extrême droite qui sera à l'origine du Vlaams-Blok. En juin 1979, Haro cesse de paraître, mais les Verbeek continuent d'imprimer la presse d'extrême droite et de diffuser les pamphlets négationnistes. En 1985, Siegfried et Herbert Verbeek fondent, avec l'ancien SS et zélateur d'Hitler, André von Heck, et son épouse Janine Colson, le VHO. Il s'agit rien moins que d'une organisation nazie, radicalement antisémite et négationniste, destinée à diffuser en de multiples langues et dans l'Europe entière la propagande négationniste. Entre autres matériels, le VHO diffusait également des cassettes vidéo porno pour nazis sadomasochistes. Comme dans tous les domaines, tout ce qui est diffusé par le VHO est d'une violence inouïe.
C'est au VHO que le néo-nazi français Vincent Renoir, réfugié en Belgique, publie sa prose, notamment un opuscule niant la responsabilité allemande dans le massacre d'Oradour. C'est encore au VHO que trouve un refuge éditorial Germar Rudolph, militant d'extrême droite et négationniste allemand, fuyant la justice de son pays. À la demande du nazi Otto Ernst Remer, Rudolph avait produit en 1993 une pseudo-expertise prétendant prouver scientifiquement l'impossibilité de l'assassinat d'êtres humains par gazage à Auschwitz. Un jeune étudiant chimiste qui a été contacté par un ancien nazi, enfin toujours nazi, qui s'appelait Otto Ernst Remer, qui devait passer en procès pour négationnisme. Et Rudolph lui a écrit un rapport entre guillemets scientifique prouvant l'impossibilité physique d'effectuer des gazages d'êtres humains. Il est en train de faire des prélèvements dans les vestiges d'une chambre à gaz à Birkenau, prélèvements qu'il prétendra par la suite analyser. Ces analyses lui permettront de démontrer qu'il ne trouve pas les composés qui devraient, dit-il, se former avec de l'acide cyanhydrique lorsqu'il y a dégagement d'acide cyanhydrique, le gaz dégagé par le zyklon B et qui est mortel en quelques minutes sur des êtres humains. Et donc en fait, mais tout le raisonnement scientifique part de postulats faux, utilise une méthodologie erronée, ce qui a été démontré par des chimistes professionnels depuis très longtemps, et dont on trouve les réfutations sur Internet notamment. En fait, il a fait des prélèvements aussi dans des pièces qui n'étaient pas utilisées comme chambre à gaz, mais comme salle d'épouillage, c'est-à-dire des salles où on utilisait le même composé pour épouiller les insectes. Mais ce que Rudolph ne dit pas, c'est que parce que dans ces chambres-là se forment les composés qu'il prétend devoir trouver des humains, et que les murs des chambres à gaz où on assassinait des êtres humains étaient ensuite lavés, ce qui n'était pas le cas dans les chambres où on épouillait les vêtements. Enfin, les conditions sont très 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 différentes entre ces deux modus operandi. Toute la construction pseudo-scientifique de Rudolph ne résiste pas à un examen un petit peu précis. Il se met en scène, là. Ils se sont toujours mis en scène, les négationnistes. Depuis la fin des années 1990, il a, avec Herbert Verbeek, la responsabilité du site web du VHO, le plus important site web négationniste au monde, l'équivalent de dizaines de milliers de pages. Le VHO diffuse son matériel à grands frais auprès de professeurs d'histoire, d'avocats, de bibliothèques publiques, d'institutions gouvernementales, de mouvements antiracistes et de défense des droits de l'homme, en Belgique, en Allemagne, aux Pays-Bas et depuis quelques années en France. Le VHO a toujours utilisé de multiples adresses et boîtes postales plus ou moins bidons, toutes convergées au début des années 90 vers le 58 Sint-Aldegondiskai à Anvers. Cet immeuble, situé dans le sombre quartier de l'Elange, la petite île, était un taudis abandonné dont la porte d'entrée était placardée d'autocollants racistes et néo-nazis. En 1979, l'imprimerie Inca, celle des frères Verbeek, y avait établi son siège. Les Verbeek font de la haine à temps complet. C'est même leur gagne-pain. Ils ont besoin de la haine pour vivre, au propre comme au figuré. Leur obsession et leur force, 24 heures par jour. Ils pensent la haine, écrivent la haine, diffusent la haine, depuis plus de 30 ans. Voilà, ici, on voit la chambre à gaz qui est perpendiculaire au plan général du crématoire. Il y a une coupe ici qui montre les fours avec les évacuations d'air et les arrivées d'air. Donc la chambre à gaz était en sous-sol et les déportés arrivaient directement des trains, on les faisait entrer par ici. Et c'est par là aussi que les corps étaient évacués par les ondeurs commandantes. Ici, ce qu'on voit, c'est le toit de la chambre à gaz. On voit aussi les orifices d'introduction du zyklon B, le composé cyanhydrique à partir duquel s'évaporait l'acide cyanhydrique qui empoisonnait les déportés. Je suis K. Depuis plus de 10 ans, je consacre une partie de mon temps libre à les combattre, eux et leurs semblables. Une partie de mon temps libre seulement, parce que je n'ai pas besoin d'eux ni de cette lutte pour vivre. Mais il ne saurait être question de les laisser se répandre sans fournir au public des démonstrations de leurs mensonges, de leur perversité. Il y a très longtemps, j'ai acheté une revue d'histoire révisionniste. J'aimais bien l'histoire, mais je n'avais jamais entendu parler d'histoire révisionniste.
La couverture me rappelait celle des annales. J'y ai lu que les Juifs avaient inventé leur génocide, qu'ils n'avaient pas été massacrés en masse par les nazis. C'était assez convaincant. Mais il s'agissait d'un tissu de falsification perverse, ce que je ne compris qu'après avoir lu, sur les conseils d'une amie, les articles de Nadine Fresco et de Pierre Vidal-Naquet. Pourquoi m'étais-je laissé abuser ? J'ai alors lu tout ce qui est paru en français sur l'histoire de la Shoah, dont le Hilberg, lorsqu'il fut traduit. Je compris que, contrairement à l'impression que j'avais eue, j'ignorais tout de cette histoire à laquelle je ne m'étais guère intéressé auparavant. Les négationnistes jouent de ce gouffre entre l'ignorance réelle de la réalité historique et le sentiment erroné de la connaître, effet pervers d'une évocation récurrente de la Shoah dans les médias. Y ajoutant une forme à l'aspect savant et des mensonges plus ou moins raffinés, ils parviennent à élaborer un discours taillé pour tromper un lecteur de bonne foi, mais ignorant l'histoire. Là, j'avais compris pourquoi et comment je m'étais laissé abuser. Plus tard, au début des années 90, j'ai découvert que les négationnistes utilisaient Internet pour répandre leurs mensonges. L'effort que j'avais effectué pour comprendre la façon dont j'avais mordu à leur hameçon m'avait en quelque sorte outillé pour mettre en garde leurs lecteurs éventuels. C'est ainsi que, afin d'être plus efficace dans cette démarche, je commençais à lire tout ce qui avait trait au négationnisme, dont la prose même des négationnistes, mais également toute la production historiographique sur le nazisme et la Shoah, y compris anglo-saxonne. Plus je lisais, plus l'horreur de l'événement m'apparaissait, et plus je prenais conscience de l'étendue de la perversité et de l'ignominie du discours négationniste. La lecture du corpus négationniste confirma ce que j'avais entrevu. Le négationnisme est un discours avant tout antisémite, fanatiquement antisémite, bien qu'implicitement. Son objectif est de réhabiliter non seulement un antisémitisme explicite, mais aussi les régimes qui ont perpétré le génocide, et les conditions, notamment politiques, de réalisation du type même d'événements qu'il nie. Tout ce que je lisais dans les textes négationnistes reposait sur des mensonges, des falsifications, des distorsions plus ou moins élaborées. Chaque fois que je cherchais à vérifier, je finissais par trouver en quoi consistait la falsification. Il fallait parfois 10 secondes, parfois 3 semaines, et 2 déplacements en bibliothèque ou en centre d'archives. Mais toujours, au bout de la recherche, le mensonge. Certes, pour paraphraser Pierre Vidal-Naquet, si chaque fois qu'un négationniste produit une nouvelle affabulation, il fallait lui répondre, les forêts du Canada n'y suffiraient pas. Mais justement, sur Internet, point de papier, point de forêt, si ce n'est celle des sites négationnistes. Le décortiquage systématique de leurs mensonges y est possible et nécessaire. La connaissance que j'ai acquise me rend responsable. J'utilise cette connaissance, et je la crois pour réfuter les négationnistes, informer les candides qui risqueraient de se laisser piéger, former d'autres personnes à la lutte contre ces discours. Cela nécessite de se plonger régulièrement et sans réserve dans des récits de douleurs insoutenables, dans la description des massacres et de la détermination implacable de fonctionnaires et de tortionnaires à faire assassiner et à assassiner le plus de juifs possible, dans les descriptions atroces des ondeurs commando sur les moyens de faire brûler un cadavre, 100 cadavres, 100 000 cadavres. Dans le même temps, il faut se confronter à l'ignominie des raisonnements négationnistes. J'ai tout planifié pour toi. Tu dois suivre ces étapes à la lettre. Tu dois le retrouver. C'est quoi un nazi? Un nazi, c'est une mauvaise personne. Si c'est bien lui, il nous faut une équipe d'élite. C'est une simple extradition. Pensez au symbole. Le recueil de notre mémoire dépasse les frontières de l'histoire. Des chapitres s'y écrivent encore. Et c'est à votre tour d'être la plume entre nos mains. Si vous réussissez, pour la première fois de notre histoire, notre bourreau sera sur le banc des accusés. Cela pourrait dissuader quiconque voudrait marcher dans ses pas. Si vous échouez, il échappera à la justice. Peut-être pour toujours.
une soi-disant chambre à gaz à Auschwitz. Quelles que soient les raisons qui poussent les gens à devenir révisionnistes, ils ont souvent des intentions qu'ils ne révéleront à personne. On peut avoir un avis sur l'Holocauste, mais je n'en discuterai jamais avec quelqu'un qui dit que l'Holocauste ne s'est pas produit. Madame, et je suis prêt à donner $1000 à quiconque me montrera un document prouvant que l'Holocauste a eu lieu. Il n'y a eu aucune chambre à gaz à Auschwitz. Voici l'une des plus grosses machines à tuer de l'histoire de l'humanité. Quand il n'y a jamais eu de chambre à gaz. Pas de trou, pas d'Holocauste. Il voulait un slogan, il l'a. Je ne suis pas raciste. Je ne remets pas en question la liberté d'expression. Mais si nous perdons, il deviendra alors acceptable de dire que l'Holocauste ne s'est jamais produit. Vous dites être chassé de partout. Nous savons aujourd'hui que vous êtes exilé, vous risquez une extradition. Comment voyez-vous votre futur ? Suite au Brexit, les étrangers avaient jusqu'au 31 décembre, je crois, de l'année dernière, pour demander leur autorisation à rester. Moi, je l'ai faite, je crois, vers le 20 décembre, et je n'ai toujours pas reçu de réponse. Bon, cette vie-là, je ne sais pas comment elle se terminera, mais... Fantasy.